Hey! Allons voir 2.9. Hey, ça avance bien quand même. Maintenant, on va utiliser la dérivée et les tableaux des signes pour aller travailler les intervalles de croissance et décroissance ainsi que les maximums et les minimums des fonctions. OK? Donc, d'abord, allons voir une fonction croissante et décroissante. Donc, vous le savez déjà, lorsque je suis en forme croissante, je sais que ma pente de ma dérivée sera positive. Je le sais aussi que lorsque je suis en décroissance, la pente de ma tangente sera négative. OK? Ça, vous savez ça. Alors, sur une fonction définie sur un certain domaine A, j'ai un x1 puis un x2. OK? Donc, imaginez un x1 ici et un x2 ici. x1 doit être plus petit que x2. C'est pour ça que je l'ai mis à gauche. Maintenant, si mon y associé au 1 est plus petit que mon y associé au 2, ça veut dire automatiquement que je serai dans une partie strictement croissante. Parce que mon y, il n'y a pas le choix, il est plus petit que mon y qui est ici, alors je suis strictement croissante. Par contre, si je rajoute un petit égal ici, ça veut dire que mon y est plus grand ou mon y pourrait être égal sur mes 2x. Alors là, on parle de croissance, pas stricte. Parce qu'on sait que lorsqu'on met le strict ici, il faut absolument que ma pente soit positive. Dans une partie croissante, ma pente peut être positive ou 0. OK? Alors, si je mets mon égal ici, donc si mes deux y sont pareils entre x1 et x2, je suis en croissance, pas strict. Maintenant, on peut aller voir l'inverse. Donc, je garde mon x1 puis mon x2, mon x1 est encore plus petit. Maintenant, si mon y de 1 est plus grand que mon y que 2, qu'est-ce que ça me crée? Ça me crée une partie qui est strictement décroissante. OK? Maintenant, si je rajoute mon petit égal, ça veut dire que mon y pourrait être égal sur les 2x. Alors ici, on a une pente de 0. Alors, on va parler de décroissance et non pas décroissance stricte. OK? Parce que la décroissance stricte, la pente doit absolument être négative. Alors que la partie décroissante, la pente peut être négative ou 0. OK? Sur ce, on peut aller travailler le théorème 1. Soit une fonction f qui est continue sur un certain intervalle ouvert i et une certaine coordonnée c qui appartient à mon domaine. Si le y au point c est un maximum relatif ou un minimum relatif de ma fonction, alors ma dérivée devrait être égale à 0. OK? Vous le savez. Lorsque je suis dans un maximum ici, qu'est-ce qui arrive à ma tangente? C'est une tangente d'une pente de 0. Alors, ma dérivée à ce point-là, C, devra être 0. Ça m'indique qu'il y a un maximum absolu. Même chose pour un minimum, relatif ou absolu. À ce moment-là, ma tangente, elle est de 0. Ce qui veut dire que ça me dit qu'il y a un maximum ou un minimum. On ne le sait pas exactement, on ne sait pas s'il est relatif, on ne sait pas s'il est absolu, on ne sait pas si c'est un minimum ou un maximum, mais on sait qu'on a un extrémum, OK, à ces endroits-là. Aussi, on peut peut-être deviner que si ma limite, pas ma limite, excusez, je passais aux limites, si ma dérivée n'existe pas, ça veut aussi peut-être vouloir dire que nous avons un maximum ou un minimum. Si je regarde au point ici, OK, donc en bas ici, je vais peut-être changer ma couleur, mais ici, là, OK, ma tangente n'existe pas à ce point-là. Donc, je peux donc conclure que il y a un extrémum, soit un minimum ou un maximum. Si le maximum ou le minimum est le point le plus bas de la fonction, ça devient le minimum ou le maximum absolu. Ça, vous avez déjà vu ça, vous voyez ça depuis comme la 9e, 10e année. Si l'extrémité de la courbe fait partie du domaine, donc ici, l'extrémité de ma courbe, si elle fait partie du domaine, ça va aussi devenir un minimum ou un maximum. OK, juste ici. Donc, voici quelques exemples. Donc, ici, ma pente, ma dérivée, elle est 0. Donc, j'ai un extrémum. Ici, ma dérivée est 0, j'ai un extrémum. Puis ici, ma dérivée est 0, j'ai un extrémum. Ici, ma dérivée, elle est 0, j'ai un maximum. Ici, ma dérivée, elle est 0, j'ai un maximum. Ici, on va le voir un petit peu plus loin. On voit que la dérivée, elle est verticale. Puis une dérivée verticale, ben, elle n'existe pas.
Donc, ça devient aussi un extrémum, minimum ou maximum. Ici, ma dérivée est 0, j'ai un extrémum. Ma dérivée est 0, j'ai un extrémum. Ce point ici et ce point-là, qui est les extrémités de ma courbe, si c'est à l'intérieur de mon domaine, ça devient aussi des maximums ou des minimums. Mais maintenant, faites attention. Ici, si j'ai un point vide pour terminer ma courbe, elle ne compte pas, ça ne devient pas des maximums et des minimums parce que ce n'est pas une coordonnée. Par contre, ici, j'ai une dérivée qui donne 0, alors j'ai un extrémum. C'est sûr qu'avec un dessin, tu peux savoir si c'est le minimum ou le maximum. On le voit très bien ici que ce sont des maximums. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs relatifs, donc que ce soit des maximums ou des minimums, il peut y en avoir plusieurs relatifs, mais il peut juste avoir un maximum absolu et un minimum absolu. Donc, les absolus, il peut juste en avoir un. Des fois, il n'y en a pas aussi. OK? Si ça va jusqu'à l'infini, il n'y aura pas de maximum ou de minimum. Ça, c'est des rappels. Là. Théorème numéro 2. Si je regarde ma dérivée et que la valeur de ma dérivée est plus grande que 0, ça veut dire que ma fonction est croissante. OK? Donc, si ma dérivée, elle est positive, donc plus grande que 0, ça veut dire que cette partie-là de ma courbe, c'est de la croissance sur mon intervalle. Je peux aussi conclure que si ma dérivée est plus petite que 0, donc si ma dérivée est négative, alors je suis sur une section en décroissance de ma fonction. Je peux aussi conclure avec mon théorème 2 que j'ai des nombres critiques. Les nombres critiques, c'est où il y a des changements de croissance et de décroissance. OK? Et comment on fait pour trouver ce nombre critique-là? Bien, il y a deux façons. Façon 1, façon 2. Il faut checker tout le temps les deux façons pour trouver les nombres critiques dans une fonction. Première des choses que tu dois vérifier pour quelle valeur de x est-ce que ma dérivée égale 0. Parce que regarde ici, à ce point-là, de mon changement entre la décroissance et la croissance, ma dérivée à mon point C, elle est 0. Et c'est à quel C? C'est un x de 1. Ça devient un de mes nombres critiques parce que j'ai un changement de croissance à décroissance. OK? Alors, pour trouver les nombres critiques, première des choses que tu dois faire, c'est mettre ta dérivée en égalité avec 0 et trouver les x qui vont satisfaire cette condition-là. Tu dois aussi regarder les conditions pour lesquelles la dérivée n'existe pas. OK? Ces exemples-là, c'est lorsque j'ai un domaine. Donc, lorsque ma fonction est dans un domaine, ça va me créer des limites, ça va me créer des nombres critiques. Je peux aussi aller voir lorsque ma dérivée, elle est verticale. Si ma dérivée est verticale, alors elle n'existe pas. Ça va me créer un autre nombre critique ici. Puis, le troisième moment où je n'ai pas de dérivée possible, c'est quand je peux arriver à deux dérivées possibles au même point. Regardons l'exemple ici. Ici, là, j'ai une fonction f de a en fonction de x. Et ici, j'ai une autre fonction f de b en fonction de x. Et à cause que j'ai deux fonctions qui se rencontrent à x de 4, ça va me créer deux tangentes possibles. Une tangente pour ma fonction f de a et une autre tangente pour ma fonction f de b. Alors, lorsque j'ai deux tangentes possibles au même x, ceci, ça me crée une autre fonction dérivée qui n'existe pas. Donc, pour continuer un peu avec ça, on va mettre un peu de vocabulaire. Donc, lorsque je cherche ma dérivée égale 0, les nombres critiques que je vais trouver, je vais appeler ça des points stationnaires. Donc, c'est des coordonnées x, y, à l'endroit où ma dérivée égale 0, donc où ma tangente est horizontale. Donc, ça, c'est des points stationnaires, c'est des nombres critiques. D'autres nombres critiques, c'est des points de rebroussement. Donc, c'est une coordonnée ici. En ce point-là, la tangente ici, elle est verticale. Et en plus de ça, si je regarde ma dérivée d'un côté et de l'autre, il va y avoir une dérivée qui va être négative et une dérivée qui est positive. Regarde bien. Ici, de ce côté-là, ma dérivée est positive. Et de ce côté-là, ma dérivée est négative.
OK? Donc, si j'ai ces deux conditions-là, condition 1 et condition 2, je suis dans un point de rebroussement. Donc, ici, c'est un point de rebroussement. Et ceci, ça me crée une fonction, une dérivée qui n'existe pas. OK? Ça me crée un point 2. Un autre point 2, une autre dérivée qui n'existe pas, c'est quand j'ai un point angulé. Donc, c'est si j'ai deux courbes qui se rattachent à un certain point C et qui va me donner deux tangentes distinctes. Donc, ça, c'est mon exemple ici. Donc, ça, c'est aussi une dérivée qui n'existe pas. Donc, ici, dans la fonction, fait que là, je vous la donne en format dessin, okay, mais il faudra aussi la travailler avec des fonctions. Donc, déterminer les nombres critiques, les points stationnaires, les points de rebroussement, les points anguleux. Savez-vous qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec les points stationnaires. OK? Donc, ça, c'est quand ma tangente, ma pente de ma tangente est 0. Donc, ma dérivée est 0. Donc, ça veut dire que c'est les moments où j'ai une droite qui est horizontale. Donc, c'est la coordonnée ici, x1 et f de x1. Ensuite de ça, ici, c'est un autre point stationnaire, donc à la coordonnée x2, f de x2. Et ici, j'ai aussi une dérivée qui est horizontale, donc c'est au point x5, f de x5. OK? OK. Ensuite, je vais aller voir les points de rebroussement. Si tu te rappelles bien, il y a deux conditions pour faire un point de rebroussement. En ce point, la tangente de la courbe doit être verticale. Alors, si tu regardes ici, ma tangente, elle est verticale. Et en plus de ça, il faut que mes dérivées de chaque côté, il faut que j'ai une dérivée négative et une dérivée positive. Ma dérivée ici est positive, ma dérivée ici est négative. Alors, je rencontre les deux critères pour que ceci devienne un point de rebroussement. Donc, c'est au point x3, f de x3. Bon, OK, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre que, j'aurais peut-être dû mettre des couleurs, là, tiens, violette, ici, pour mes dérivées horizontales. Bon, ensuite de ça, on va aller voir notre prochain point, qui est les points anguleux. Donc, les points anguleux, c'est un point où j'ai deux tangentes. Et si je regarde à ce point ici, j'ai une tangente là et une tangente là. Donc, au point 3, les points anguleux, donc à un x de 4 avec son y, j'ai un point anguleux. Maintenant, si je regroupe tout ceci, ça me donne mes nombres critiques. Alors, mes nombres critiques sont x1, f de x1. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une virgule. Ensuite, x2, f de x2. Ensuite, x3, f de x3. Ensuite, x4, f de x4. Et finalement, x5, f de x5. OK? Alors, je pourrais même rajouter ici, si j'avais un intervalle pour mon domaine, ça pourrait rajouter des nombres critiques. Et là, ce que j'aimerais vous montrer à ce point-ci, c'est qu'on va utiliser une certaine notation un petit peu plus tard. Mes points stationnaires, on va les appeler comme ceci. Oups, je ne vais pas dire ça. On va dire que c'est les nombres critiques quand ma dérivée de x égale 0. Puis ici, ça c'est mes points anguleux, mes points rebroussement. On va aussi rajouter le domaine là-dedans. Et on va aussi rajouter des restrictions sur ma dérivée. Ceci, ça va me donner mes nombres critiques lorsque ma fonction n'existe pas. OK? Donc, ça, c'est le point ici. Donc, c'était ici, là. OK? Donc, ça va être mes deux conditions que je vais devoir aller faire pour chacun de mes exercices pour aller trouver tous mes nombres critiques. Alors, tous mes nombres critiques vont se trouver de la sorte. Je vais devoir trouver mes nombres critiques lorsque ma dérivée égale 0. Et ensuite, je vais devoir trouver tous mes nombres critiques de ma fonction lorsqu'ils n'existent pas. Donc ça va me donner mes points anguleux, mes points de rebroussement. Ça va me donner aussi mes limites de mon domaine. Puis ça va me donner mes restrictions de ma dérivée. Tout ça va me donner mes nombres critiques. Allons voir comment on l'applique maintenant. OK? Donc, étape.
pour déterminer tes intervalles de croissance et décroissance. 1. Tu vas calculer la dérivée et tu vas factoriser la dérivée si possible. Tu vas déterminer tes nombres critiques de ta dérivée. Donc, ça, c'est 2 étapes. So, tu vas trouver ta dérivée lorsqu'elle est de 0, puis tu vas trouver ta dérivée lorsqu'elle n'existe pas. OK? Donc, l'étape numéro 2, ça va être ces deux choses-là. Tu vas construire un tableau de variation de la dérivée, puis ensuite, tu vas faire des esquisses. Voici comment est-ce qu'on s'y prend. Bon, première étape, tu vas vouloir faire la dérivée de ta fonction. So, la dérivée de la fonction de x, donc je vais tout dériver ceci. Ceci, ça va devenir 6x2. Ceci, ça va devenir moins 6, moins 12, et le plus 10 devient 0. Donc, j'ai dérivé. Ensuite, je vais factoriser si possible, et je peux factoriser en sortant le 6. Et je peux encore factoriser mon trinôme qui devient x moins 2 et x plus 1. OK? Fait que ça, c'était mon étape numéro 1. Étape numéro 2, je vais trouver mes nombres critiques. Je vais d'abord trouver mes nombres critiques lorsque ma dérivée, lorsque ma dérivée de x égale 0, so je vais mettre ma dérivée factorisée en égalité avec 0. Fait que je peux trouver mes nombres critiques. Donc, si j'ai un x de 2 et si j'ai un x de moins 1. Donc, ça, c'est mes deux premiers nombres critiques. Ensuite de ça, je dois aussi trouver mes nombres critiques lorsque ma dérivée de x n'existe pas. Donc, ça, c'est 1. Si j'ai des points de rebroussement puis des points de... j'ai un petit blanc de mémoire. Points de rebroussement et des points anguleux. Mais j'en ai pas parce que ma fonction ici, c'est une fonction très bien connue là, qui fait des zigzags de haut en bas. Là. Fait que j'en aurai pas. J'ai pas de domaine, alors j'ai pas de domaine restrictif. Et dans ma dérivée, je n'ai pas de restriction parce que j'ai pas de dénominateur. Alors ici, je vais avoir deux nombres critiques. Alors, je vais construire mon tableau de variation. Le tableau de variation, pour l'instant, va avoir 3 lignes. Une ligne qui va parler des valeurs de x, une ligne qui va parler de ma dérivée et une ligne qui va parler de ma fonction. Et là, je vais essayer de faire des lignes assez droites. Là. Hi! OK. Fait que mon premier nombre critique, j'ai négatif 1. Et n'oubliez pas, on les met comme sur une droite numérique. Après ça, j'ai 0. Ici, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Ma dérivée, lorsque mon x est moins 1, elle est 0. Ma dérivée, lorsque mon... Oups, c'est pas 0 qui va là, pardon. X de 2, ma dérivée est 0. OK. Maintenant, je vais aller remplir mes lignes. Ça fait, je vais aller voir ma dérivée lorsque je suis plus petite que moins 1. Donc, admettons que je choisis moins 10. Si je mets moins 10 dans ma dérivée, ça va me donner quel signe? Donc, ici, négatif 10 moins 12, ça va me donner un négatif multiplié par 6. Moins 10 plus 1, ça me fait un négatif. Donc, ça va me faire un positif. Ensuite de ça, je vais aller voir entre moins 1 et 0. Tiens, je vais prendre la valeur de 0. Puis là, je vais voir quel signe que ça me donne. Donc, si je remplace mon x par 0, ici, j'ai un négatif. Si je remplace mon x par 0, ici, j'ai un positif. Ça va me faire un négatif. Et finalement, il faut que j'aille voir plus grand que 2. Je vais prendre 4. Alors, si je remplace par 4, 4 moins 2, ça me fait un positif. 4 plus 1 me fait un positif. Donc, ma dérivée va être positive. Maintenant, en fonction du signe de ma dérivée, je peux savoir si ma fonction va être en croissance ou en décroissance. Si ma dérivée est positive, ma fonction, elle est croissante. Donc, elle est croissante là et là. Si ma dérivée elle est négative, alors je sais que je suis en décroissance. Alors ici, qu'est-ce que je peux comprendre? Si je suis en croissance et que mon nombre critique ici, je deviens en décroissance, ici, j'ai un maximum sur mon x de moins 1. Et ici, si je suis en décroissance et ici, je remonte en croissance, ici, j'ai un minimum. La seule chose qui me manque pour combler mon tableau, c'est trouver mes valeurs de y à partir de ma fonction. Donc, ici, OK? Donc, je vais vouloir trouver mon y lorsque mon x est moins 1. So, je vais remplacer moins 1 partout ici.
Et ça va me donner, là, je vais le calculer, je vais le prendre de ma réponse. Ça me donne que mon y est 17. Donc, regardez ici, là. Ça, c'est ma fonction de base. OK? C'est pour ça que je vais dans ma fonction d'origine. Et lorsque mon x est 2, donc je vais remplacer 2, 2 et 2, je vais calculer mon y. Et ça me donne un y de négatif 10. Fait que maintenant, mon tableau de variation relative est complet. Je peux faire une esquisse. Alors, je trace mes axes. Moi, j'aime bien placer mes points. Donc, ici, j'ai la coordonnée négatif 1, 17. Donc, je vais la mettre ici. Ça, c'est la coordonnée négatif 1, 17. Et je sais que c'est un maximum. Donc, je sais que ma fonction arrive en croissance et qu'elle redescend. Je vais aller mettre mon autre coordonnée ici, qui est 2 moins 10. Donc, 2 moins 10. Donc, ça, c'est ma coordonnée ici. Et celle-là, c'est un minimum. Donc, ça descend, ça remonte. Et voilà. Voici une esquisse. OK? Tu aurais pu mettre ton 2 là, ton moins 1 là, puis tu aurais pu mettre ton négatif 10 ici, puis ton 17 là. OK? Donc, voilà comment on construit notre tableau. On va aller voir l'exemple numéro 3. Première étape. Ben, on va aller voir notre tâche. Ici, on veut trouver les intervalles de croissance et de décroissance. Mais savez-vous quoi? Je vais faire le plein travail. Donc, première étape, nous allons dériver notre fonction. Oh, je ne vois plus les exposants. Donc, ici, ça va devenir 12x à la 3 moins 24x à la 2. Et ça décolle. Ensuite, je vais factoriser. Et je peux sortir 12x2. Il me reste x moins 2. C'est ça. Alors, ma prochaine étape, ça c'était mon étape 1. Ma prochaine étape est de trouver les nombres critiques lorsque ma dérivée... Pourquoi je mets tout le temps un 0 là? Lorsque ma dérivée égale 0. Alors, si je mets 0 à ma dérivée, je peux trouver mes nombres critiques. Donc, si mon x est 0, ici mon x est 2. Maintenant, il y a aussi les nombres critiques lorsque ma dérivée n'existe pas. Et là, ici, c'est une fonction exponentielle, mais j'ai un domaine. Alors, j'ai un petit blanc de mémoire, mes limites, OK? Ma borne, négatif 1, négatif 3, deviennent des nombres critiques. Donc, un x de négatif 1 et un x de 3, ça devient des nombres critiques parce que ma tangente n'existera pas. Et je peux aussi regarder si j'ai des restrictions dans ma dérivée. Et je n'ai pas de restrictions dans ma dérivée parce que je n'ai pas de dénominateur. Fait qu'ici, on aura 4 nombres critiques. On y va. OK, je vais essayer de séparer ceci. Là. OK. Donc, on va faire notre tableau. Donc, j'ai tout le temps une ligne pour x, une ligne pour ma dérivée, une ligne pour ma fonction. OK. Bon, ici, je ne vais pas mettre de colonne pour mon moins négatif parce que ça commence à négatif 1 qui est mon premier nombre critique. Fait que lui, je l'ai mis. Ensuite, j'ai mon nombre critique à 0, il est mis. J'ai mon nombre critique à 2, il est mis. Et je vais terminer à mon nombre critique de 3. Je l'ai mis, puis je ne vais pas mettre de plus l'infini parce que je suis sur un domaine, je suis limitée. OK? Donc ça va tout être mes nombres critiques. Fait que là, maintenant, je vais jouer à tout remplir ceci. Donc, ma dérivée est 0 quand mon x est 0 et quand mon x est 2. Et ma dérivée n'existe pas ici dans mes deux bornes. Ensuite de ça, je vais aller voir le signe de mes dérivées. Ça fait entre 0 et négatif 1, je vais prendre négatif 0,5 et je vais le remplacer dans ma dérivée ici. Donc, si j'ai un négatif 0,5, bien ici, je sais que ça va tout le temps me donner positif à cause de mon carré. Et si j'ai un négatif ici, ça va me donner un négatif. Ensuite de ça, quelque chose entre 0 et 2, je vais essayer avec 1. So, je vais remplacer mon 1 ici. Ça va tout le temps me donner un positif. Et si je fais 1 moins 2, ça va me donner un négatif. Ça me donne un négatif aussi.
Si je prends une valeur entre 2 et 3, alors 2,5, ici, ça me fait un positif, et 2,5 moins 2, ça me fait un positif. Donc, ici, ma dérivée est positive. Bon, OK. Alors maintenant, avec le signe de ma dérivée, je peux dire est-ce que ma fonction elle est en croissance ou en décroissance. Si ma dérivée est négative, je suis en décroissance. En décroissance. Si ma dérivée est positive, je suis en croissance. Tout ce qui me reste à trouver ici, c'est trouver mes y pour mes nombres critiques. Ça fait que là, ce que je fais, c'est que je vais dans mon équation originale et je remplace mon x par négatif 1, et je calcule mon y. Alors là, ça va me donner 5 ici. Je l'ai déjà calculé pour sauver du temps. Si je remplace 0, 0 ici, ça fait négatif 6. Ensuite de ça, si je remplace mon x de 2 ici, je remplace tout par 2. Ça va me donner un négatif 22. Et si je remplace par mon x de 3, ça va me donner un y de 21. Mon tableau relatif de variation est prêt. Regardez ma tâche. Ma tâche était de donner les intervalles de croissance et décroissance. Et là, vous voyez que ce n'est pas strict. Fait, je peux aller toucher mes bornes. Ça fait que ma croissance, elle est ici. C'est entre 2 et 3. Et encore une fois, vu que ce n'est pas strictement croissance, je peux inclure mes bornes. Et finalement, la décroissance. Donc, c'est une partie ici. Donc, c'est entre mon moins 1 et mon 2. Et encore une fois, vu que ce n'est pas strict, je peux inclure mes bornes. Maintenant, juste pour le fun, juste parce que c'est le fun, allons faire une petite esquisse. Parce que c'est le fun, la maths. Quand tu comprends, hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là. OK. Allons faire une petite esquisse. C'est le fun, les esquisses. Alors, je trace mes axes. Y et X. OK. Ma première coordonnée est à négatif 1, 5. Ouais. Je ne vais pas faire ça de même parce que si je regarde mes bons, là. Négatif 1, 5. Ici, j'ai une coordonnée ici. Ensuite, j'ai une autre coordonnée à 0, moins 6. Ici. Ensuite de ça, j'ai une autre coordonnée à 2. Négatif 22. Et ensuite de ça, j'ai ma prochaine coordonnée à 3 et 21. Alors, si on regarde ce qui se passe, je commence à mon x de moins 1, donc je ne peux pas aller plus bas que ça. Et là, je décroît jusqu'à cette coordonnée ici. Mais ici, là, je continue à faire de la décroissance après. Mais ici, à cette coordonnée-là, ma pente, elle est 0. Regarde, ma dérivée est 0. Ça veut dire que j'ai un petit plateau. Fait, je vais descendre et je vais me créer un petit plateau. Ah, c'est pas précis. Attendez, je vais essayer de le grossir. Je vais me créer un petit plateau. Puis si tu te rappelles bien, là, tes fonctions exponentielles, là, tu te rappelles qu'on voyait ça. Là. OK, so je vais descendre puis je vais me créer un petit plateau comme ça. OK, parce que je l'ai fait un petit peu trop large, là, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le principe. Ensuite, je recontinuais ma décroissance. Et là, je remontais. Là, je vais le diminuer un petit peu moins. Et là, ensuite, je faisais de la croissance jusqu'au point qui est... Oh, hey boy! C'est pas toujours facile de dessiner à l'ordinateur. Et là, je remonte jusqu'à mon point qui est ici. OK? Donc, ça, c'était ma partie croissance. Donc, ça aurait pu regarder un petit peu à ceci, là, si on était pour faire une esquisse. Donc, faites juste attention au petit plateau ici que je dois démontrer à cause que je suis en décroissance et en décroissance, mais ici, à ce point-là, j'ai une petite dérivée de 0, donc une petite dérivée horizontale. Allons voir le prochain exemple. Wouhou! Donc, voici notre fonction. Donc, c'est une racine cubique sur mon rayon R. Je sais que ça ne va pas me donner de nombre critique. Construisons le tableau de variation. OK. Bon, première étape, je veux dériver. Alors, j'ai x2 moins 4x à la 1 tiers.
Alors, ça va me faire 1 tiers, x2 moins 4x à la moins 2 tiers. Et je vais dériver l'intérieur de cette parenthèse-là, si tu te rappelles bien comment faire. Ça va me donner 2x moins 4. Alors, je vais simplifier ceci. Il va me rester au dénominateur 2x moins 4 sur 3, x2 moins 4x à la 2 tiers. Moi, je vais le laisser en exposant. Tu pourrais le mettre en racine si tu voudrais. Tu pourrais l'écrire comme ceci. Donc, 3 racine cubique de x2 moins 4x à la 2. Okay? Tu pourrais même aller encore un petit peu plus loin puis simplifier des affaires. C'est à toi de décider où tu veux te rendre. 2. Je vais aller chercher mes nombres critiques lorsque ma dérivée égale 0. Ça fait que lorsque ma dérivée de x moins 4 sur 3 x2 moins 4x à la 2 tiers, ça, je vais envoyer ça en haut. Ça va devenir 0 égale 2x moins 4. Ça va me donner plus 4 divisé par 2. Sur mon nombre critique, c'est quand x égale 2. Donc, ça, c'est mon premier nombre critique. Ensuite, il faut que j'aille chercher mon deuxième nombre critique. Lorsque ma dérivée n'existe pas. Fait que là, ici, je n'ai pas de domaine de restriction. Par contre, dans ma dérivée ici, j'ai un numérateur. Donc, mon numérateur, 3x2 moins 4x à la 2 tiers ne peut pas être égal à 0. Je divise par 3, ça reste 0. J'enlève la racine de 2 tiers, j'enlève mon carré. Il me reste que x2 moins 4x ne peut pas être égal à 0. Je factorise, x moins 4 ne peut pas être 0. Donc, x égale 0 et x égale 4 sont mes nombres critiques. Alors ici, j'ai 3 nombres critiques. J'ai 2, 0 et 4. Donc, allons remplir maintenant notre tableau relatif des variations. Ça fait que j'ai x, j'ai ma dérivée et j'ai ma fonction. On va essayer de faire des lignes plus ou moins droites. Là. Mon domaine est dans R, ça fait que je peux aller à moins l'infini. Mon premier nombre critique est 0. Après ça, j'ai mon nombre critique de 2. Après ça, j'ai mon nombre critique à 4. Puis après ça, je vais m'en aller jusqu'à plus l'infini. OK? Là, je vais commencer à remplir mes informations. Ça fait que lorsque mon x était 2, ma dérivée était 0. Et ici, ma dérivée n'existe pas. Ensuite, je vais aller chercher mes signes. Alors, un chiffre plus petit que 0, alors si je mets négatif 5 dans ma dérivée, en fait là, il faut que tu t'amuses avec les signes, là. Ça va te donner un négatif entre 0 et 1. Donc, si je prends un x de 1 et je mets ça dans ma dérivée, ça va te donner un signe négatif aussi. Si je prends un signe entre 2 et 4, un nombre, donc 3, et je le mets dans ma dérivée, ça va me donner une dérivée positive. Et si je mets un chiffre plus grand que 4, donc 5, et je le mets dans ma dérivée, ça me fait aussi un angle positif. Alors ici, je sais que je suis en décroissance, décroissance, croissance et croissance. Donc ici, vu que je suis en décroissance et en croissance, je peux donc dire que j'ai un minimum. Ici, vu que je suis en décroissance, je vais avoir un petit plateau que j'appelle. Et ici, croissance et une autre croissance, je vais aussi avoir un plateau. Tout ce qui me reste à calculer maintenant, c'est le y. Donc, maintenant, je vais mettre mes valeurs critiques, donc un x de 0, je vais le mettre ici. Puis, je vais calculer, ça va être quoi le y? Ça va donner un y de 0. Ensuite, je vais mettre mon x de 2 et je vais calculer ma valeur de x. Et ça fait la racine cubique de négatif 4. Ouf, on ne voit pas beaucoup de négatifs. Et ensuite, je mets mon 4 dans ma fonction originale et ça me donne un y de 0. Et voilà, j'ai construit mon tableau de variation relatif de ma dérivée. Je pourrais aussi faire une petite esquisse si je le souhaitais. OK. Maintenant, à partir d'une fonction f, donc ça c'est ma fonction ici, si je l'analyse un peu, dans cette partie ici,
ma dérivée est plus grande que 0, elle est positive. Dans la partie ici, ma dérivée, elle est 0. OK, on la voit ici, là, parce que j'ai une dérivée horizontale. Dans la partie ici, j'ai une dérivée qui est plus petite que 0 parce que ma pente est négative. À ma coordonnée ici, j'ai une dérivée qui est neutre de 0. Tout ici, j'ai une fonction qui est décroissante. Ça veut dire que ma dérivée va être plus petite que 0, elle va être négative. Ici, un autre nombre critique, donc une autre dérivée qui égale 0. Et dans la dernière partie, j'ai une fonction qui est croissante, donc ma dérivée va être positive. Regardez, on pourrait la représenter maintenant. On pourrait faire un graphique. Et là, ce n'est pas la fonction qu'on montre, mais c'est la dérivée qu'on montre. So, regarde bien. Jusqu'à un x de a, ma dérivée était positive. Donc, elle est positive ici. OK? Voyez-vous là, c'est des valeurs positives. Au point x égale a, ma dérivée est 0. So, maintenant, ici, je vais la mettre en ligne de 0. Donc là, je suis en train de lire la dérivée, pas la fonction. Ça, là, il faut que tu fasses travailler ton cerveau. Là. Maintenant, entre A et B, ici, regardez, j'étais en décroissance. Donc, ma dérivée doit être négative. Donc, elle est là. Elle est négative, 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 négative. Jusqu'à temps que quand j'arrive de nouveau au point B, ma dérivée ici, elle est 0. Donc, elle retouche le 0 ici. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Ma dérivée est négative de nouveau. Donc, elle retourne dans les valeurs négatives jusqu'au point C, qui est mon nombre critique. Ici, ma dérivée devient 0 de nouveau. Donc, elle est encore sur mon axe des abscisses. Et après le point C, ma dérivée est positive, plus grande que 0, fait qu'elle est là. Hey, ça, ça prend de la réflexion. Allons voir ceci. Donc, regarde bien. Ici, je te donne le graphique de la dérivée. Et non pas la fonction. OK? Alors, x, f et f de x. Regarde bien comment on va travailler notre tableau des nombres critiques, mais d'une autre façon maintenant. Regarde. Ici, ma dérivée est 0. Quand j'ai une dérivée qui est 0, ça me donne un nombre critique. Donc, j'ai un nombre critique quand x est moins 1. Puis ici, ma dérivée là est encore 0. OK, donc elle est 0 ici. Là. Donc, c'est un autre nombre critique quand mon x est 3. Alors, quand j'étudie la dérivée dans un graphique, il faut vraiment que j'analyse ça d'une autre façon. OK? Maintenant, regardez. Quand je suis dans un x plus petit que 1, donc quand je suis ici, ma dérivée, est-ce qu'elle a un signe positif ou est-ce qu'elle a un signe négatif? Elle est dans les négatifs. Hein? Négatif 1, négatif 2, négatif 3. Ma dérivée est négative. Ensuite, lorsque je dépasse mon x de moins 1 et que je vais jusqu'à 3, ma dérivée a des valeurs de quoi? Elle a des valeurs positives. Et lorsque je dépasse mon nombre critique de 3, ma dérivée maintenant, c'est quoi le signe de ces valeurs? Ce sont des valeurs négatives. OK, donc ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, si j'ai une dérivée qui est négative, qu'est-ce que ma fonction fait? Elle fait une décroissance. Si j'ai une dérivée qui est positive, qu'est-ce qu'elle fait, ma fonction? Elle fait une croissance. Et on a oublié de mettre ici que ma dérivée était 0. Et lorsque ma dérivée est négative, j'ai une décroissance. Donc ici, j'ai un minimum. À cette valeur critique-là de moins 1, j'ai un minimum parce qu'il descend, il remonte. Et à mon nombre critique de 3 ici, ça monte et là, ça descend, j'ai un maximum. Par contre, comme je n'ai pas ma fonction de x originale, je ne sais pas c'est quoi ces valeurs, je ne serai pas capable de trouver ceci. Ça fait que je peux simplement dire que c'est la valeur de f quand x est moins 1 et c'est la valeur de f quand x est 3. Et voilà, j'ai complété mon tableau de variation. Maintenant, pour faire l'esquisse, là, il faut faire attention.
Là, je fais l'esquisse de ma fonction. Je sais que j'ai un nombre critique à moins 3, puis j'ai un nombre critique à 3. Je sais que ma fonction, elle va descendre, monter, puis descendre. Mais mon problème, c'est que je ne sais pas à quel Y ici. J'ai aucune idée quand mon X est moins 1, il est où? Il est-tu là, l'Y? Il est-tu là? Il est-tu là? Il est-tu là? Il est-tu là? On ne le sait pas. OK? Fait que je sais que ma fonction, elle est en décroissance. Et à moins 1, il va avoir un nombre critique. Ma pente va devenir 0. Et là, elle va grandir. Elle va monter. Jusqu'à un X de 3. Et là, je vais avoir un maximum ici qui va se faire. Et là, je vais redescendre jusqu'à plus l'infini. Mais garde bien. Tu aurais pu faire ça d'une autre façon. Tu aurais pu dire ça descend jusqu'à moins 1. Ça remonte jusqu'à 3. Et ça redescend. Ça aurait fait la même chose. OK? Ces deux-là auraient été bien. C'est parce que j'ai aucune idée quels sont mes Y. Est-ce que mon Y descend dans les moins? Est-ce qu'il reste dans les plus? Mais ce que je veux voir ici, je veux voir la partie décroissante ici. Ensuite, je veux voir ma partie croissante ici. Et ce que je veux voir, c'est la partie décroissante là et là. OK? Alors, c'est vraiment ça, moi, que je vais évaluer sur une évaluation. Et en même temps, je veux voir que les changements vont se faire sur un X de 1 et sur un X de 3, qui sont mes deux nombres critiques. Maintenant, vous pouvez aller travailler votre devoir. Petit changement, au numéro 5, faites A et D, s'il vous plaît. Donc, pas A et C, faites A et D. Merci beaucoup, bon travail!